Accueillons à présent le colonel Michel Goya, historien, bonsoir, consultant Bonsoir. militaire pour LCI. On va parler ensemble de la nouvelle menace russe sur le terrain ukrainien. Moscou aurait réussi à faire planer sa bombe Fab 3000, lourde de 3 tonnes. Alors ce n'est pas la première fois qu'on parle de cette bombe planante. C'est l'usage de ce type de bombe qui avait notamment précipité la chute d'Avdiivka en février dernier. Dernière prise majeure de Moscou. Mais cette fois, Moscou dit avoir mis sur le terrain la dernière version de cette bombe aérienne russe. Colonel, est-ce que c'est crédible? Et pourquoi ce type de bombe fait autant de ravages? Alors, c'est une bombe, vous l'avez dit, 3000, c'est 3000 kilos, donc ça veut dire à peu près 1,5 tonne d'explosifs, c'est à peu près l'équivalent de 3 missiles balistiques. On parle souvent des missiles qui frappent les villes ukrainiennes. Ben voilà, vous en prenez 3 et vous avez la puissance de cette bombe. C'est pratiquement ce que les Russes ont de plus puissant dans leur arsenal. Alors ces bombes, ce sont des bombes très classiques, très anciennes en réalité. Certaines des Fab 3000 ont été utilisées à Mariupol, notamment sur le site d'Azovstal. Mais elles étaient larguées par gravité. C'était largué, tombé. Là, la nouveauté, c'est que les Russes, nouveauté depuis à peu près 6 mois maintenant, c'est que les Russes ont installé des kits de guidage sur leurs vieilles bombes, c'est-à-dire concrètement des ailes et un système de guidage par satellite qui, voilà, on voit les images, qui leur permet de tirer ces bombes à distance, sur plusieurs dizaines de kilomètres, et avec une relativement bonne précision. Donc on a des engins qui sont très puissants. Jusqu'à présent, on avait plutôt des bombes de 500 kg, 1500 kg, qui sont puissants, précis, qui sont relativement nombreuses. On estime que les Russes ont utilisé à peu près 3500 de ces munitions depuis le début de l'année. Et ça, c'est un facteur qui joue, évidemment, sur le champ de bataille, notamment dans la prise d'Avdiivka. Ça fait partie des éléments un peu nouveaux, quand même, des innovations de l'armée russe, importantes. Et là, ce que prétendent les Russes, c'est qu'ils sont capables maintenant d'utiliser également cette bombe de 3 tonnes depuis un avion Sukhoi 34 et non plus un grand bombardier Tupolev 22 et de pouvoir les guider à plusieurs dizaines de kilomètres avec une grande précision et donc évidemment une grande puissance. Il y a encore des questions, c'est pas certain que ce soit vrai. Et si c'est vrai, on ne connaît pas exactement quelle est la précision de ce système et jusqu'où il peut aller. Mais c'est un atout important quand même dans l'arsenal russe. Un atout très important dans l'arsenal russe. En face, avec quel type d'armes les Ukrainiens peuvent répliquer? On sait que les Occidentaux ont livré des armes. Oui. En France, le ministre des Armées avait annoncé en avril dernier la commande de 5000 nouvelles bombes de ASM par Safran. Oui. Est-ce que ce sera suffisant? Oui, alors nous, effectivement, on fournit des équivalents qui ont des effets également très importants sur le terrain. Mais en réalité, pour contrer ce type d'armes, il faut contrer les avions. Le fait de pouvoir lancer une bombe comme ça à 50 km, par exemple, vous pouvez, les Russes le lancent depuis le territoire russe, à l'abri des défenses antiaériennes, et le font en toute impunité. Ce qui pourrait changer les choses, c'est l'arrivée des F-16, notamment, et qui portent eux-mêmes des missiles antiaériens, les AIM-120, qui peuvent taper jusqu'à 70, 80 km, pour certaines versions même plus loin, et qui pourraient, effectivement, les plaçant à la frontière ukrainienne, en surveillance à la frontière ukrainienne, en patrouille, qui pourraient défendre le ciel, le disputer aux Russes et en tout cas écarter cette menace des avions. Ça obligerait les avions russes, pour faire simple, à être beaucoup plus prudents et à ne pas s'approcher de la colonel frontière. Goya, ils vont arriver quand ces F-16? C'est une bonne question. Ça fait des mois qu'on en parle. On nous a dit l'été, on est déjà mi-juillet là. Oui, effectivement, mais alors... On parle de plus en plus de l'arrivée, effectivement, d'avions néerlandais et danois. Mais il y a urgence. Il y a urgence. Parce que, effectivement, on parle de ces bombes planantes, mais il y a la menace tout à fait plus classique des missiles balistiques, voire des drones Shahed sur l'ensemble du territoire ukrainien, qui existe déjà, avec un système de défense aérienne qui lui-même
et craque un petit peu. Contre ces avions russes, vous pourriez utiliser par exemple des batteries patriotes si vous approchez de la frontière, mais ces patriotes, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas suffisamment pour tout faire, et les approcher de la frontière, c'est les rendre aussi vulnérables aux attaques, aux tirs russes. Donc il y a urgence effectivement dans l'arrivée de ces avions F-16, et il y a urgence aussi d'ailleurs dans le renforcement globalement de la défense aérienne ukrainienne. C'est là où les choses sont peut-être le plus critiques en réalité pour les Ukrainiens. Il y a urgence et en même temps, c'est ce qu'on va voir ensemble, la situation elle est beaucoup plus complexe que Moscou veut bien le montrer. Le Kremlin nie aujourd'hui que son assaut contre la région ukrainienne de Kharkiv soit un échec, même si Poutine avait dit qu'il voulait créer simplement une zone tampon pour empêcher les tirs en direction de la Russie. L'opération se poursuit et se poursuivra jusqu'à ce qu'elle soit menée à bien, nous dit Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Moi, j'aimerais ensemble, colonel, qu'on aille justement voir, carte à l'appui, ce qui se passe. Alors d'abord, dans la région de Kharkiv, qui est la deuxième ville du pays. On a fait une carte où on a justement fait un zoom sur le nord de l'Ukraine. On va montrer, je pense, l'autre carte qui est zoomée sur Kharkiv. On rappelle que les Russes ont lancé une offensive sur la deuxième ville du pays le 10 mai. Nous sommes le 17 juillet. Voici le zoom sur Kharkiv. Et ils sont toujours à plusieurs kilomètres. Ça fait 2 mois que la situation est bloquée. Oui, bien sûr, mais derrière tout ça, il faut se rappeler quels étaient les véritables objectifs des Russes. C'est-à-dire qu'avec les moyens qu'ils ont lancés dans cette opération, il était à peu près exclu qu'ils puissent s'emparer de Kharkiv. C'est un trop gros morceau, trop défendu. Il était exclu aussi qu'ils puissent effectuer une percée assez profonde. Mais très clairement, cette opération est visée surtout déjà, oui, effectivement, à faire une bande de sécurité sur une zone qui est elle-même en Russie, qui est elle-même attaquée régulièrement par les Ukrainiens. Mais surtout, il s'agissait de faire une opération de diversion et d'obliger les Ukrainiens à retirer un certain nombre de brigades du front principal, qui est dans le Donbass, et le retirer pour les amener dans la région de Kharkiv et défendre Kharkiv. Et là, de ce point de vue, effectivement, les Ukrainiens ont retiré 8 brigades des secteurs principaux pour aller défendre Kharkiv et pour aller combattre dans la ville de Vovchansk. Et de ce point de vue, effectivement, l'opération... que c'est là où se concentrent les combats. La plupart des combats, actuellement. Et que les Ukrainiens cherchent à reprendre à tout prix. Et de ce point de vue, oui, l'opération russe est un succès, dans la mesure où, oui, effectivement, ils ont obligé les Ukrainiens à alléger, on va dire, le front principal, où là, ils auront, entre-temps, les Russes ont progressé un peu plus vite que d'habitude, on va le dire. Voilà, c'est une réussite du point de vue de l'opération de diversion. Oui. Pour affaiblir les Ukrainiens à l'est du pays. Je voudrais qu'on regarde à présent un comparatif avec 2 cartes. Et là, cette fois-ci, on dézoome 2 cartes. Là, on est le 17 mai. Voilà. Et regardez ce qu'ont réussi à conquérir les Russes. Oui. On va montrer une carte donc d'aujourd'hui, 17 juillet. Voilà. On est 2 mois plus tard. Ça n'a absolument pas bougé. Oui. Moi, ce que j'aimerais comprendre, grâce à vous, colonel, c'est qu'en 2 mois, si le front est figé, pourquoi entendons cette petite musique laissant entendre que l'avantage est du côté des Russes ? Alors oui, effectivement, quand on regarde les cartes, ça ne bouge pas beaucoup. Depuis le mois de février, les Russes ont conquis 600 km², très précisément, 617. C'est un quart du Luxembourg. Donc la puissante armée russe, en 6 mois, a conquis un quart du Luxembourg. C'est évidemment minuscule en soi. Mais derrière tout ça, il faut voir ce que c'est le prix à payer des 2 côtés. Si on regarde, si le terrain, ça bouge pas beaucoup, mais ça bouge aussi peut-être du côté des forces. Une étude britannique montrait que en gros, chaque jour, les Russes perdaient 1 millier d'hommes tués et blessés. Ça fait à peu près, pour 5 km, ça fait à peu près 200 hommes perdus pour chaque kilomètre carré gagné. C'est beaucoup. La question qui se pose, c'est évidemment du côté ukrainien. Quelles sont ces pertes ? Ça, on n'a pas beaucoup d'éléments, c'est beaucoup plus difficile. Si elles sont équivalentes, dans ce cas-là, les Russes peuvent considérer que
cette pression continue va finir par porter ses fruits. On est vraiment dans la guerre d'usure. C'est le niveau zéro de la stratégie, mais ça peut marcher. Si les pertes russes sont beaucoup plus importantes que les pertes ukrainiennes, dans ce cas-là, la tendance est peut-être plutôt du côté ukrainien. Ça, on n'en sait à peu près pas grand-chose. Toujours est-il que la stratégie russe qui se dessine très clairement, c'est d'exercer une pression très forte, continuelle, petit à petit, on grignote, alors essentiellement sur le Donbass, du nord de la province de Luhansk, mais surtout dans cette région centrale, c'est là que se situe l'effort principal. Donc on peut petit à petit, on grignote, et en espérant peut-être qu'au bout d'un moment, on obtiendra un succès du côté du Donbass, en direction de Kramatorsk, qui est un objectif très important, ou de Pokrovsk, un peu plus au sud, qui est l'autre objectif très, très important. Donc il y a cet espoir que ça perce peut-être à un moment donné. En tout cas, ça donne le sentiment que les Russes ont l'initiative en permanence, c'est eux qui avancent peu, mais ils avancent continuellement, et que les Ukrainiens sont impuissants. Faire la guerre, c'est tuer un peu l'espoir chez l'autre. Et si, pendant un an, vous vous contentez de tenir, de résister et de reculer petit à petit, au bout d'un moment, vous pouvez dire, on n'y arrivera jamais, en tout cas, à reconquérir ces territoires, on n'en sortira jamais. Donc il y a un effet psychologique, évidemment, dans cette pression continuelle. Ça ne bouge pas beaucoup sur le terrain, mais ça peut bouger beaucoup dans les esprits, en tout cas.